Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de la CAN, J-1 avant la finale qui opposera le pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire au Nigeria. On va évidemment en parler avec nos consultants Xavier Barré et François Pinet. Bonsoir messieurs. Bonsoir Céline. Mais avant de parler de la finale, on va évoquer la petite finale. C'est un match pour la 3e place qui s'est joué tout à l'heure. Il s'est terminé il y a quelques instants. L'Afrique du Sud affrontait la République démocratique du Congo à Abidjan et elle s'est imposée au tir au but. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Abidjan, Cédric Ferreira. Bonsoir Cédric. C'est un tir raté de Chancel Mbemba qui aura coûté la 3e place à la RDC. Chancel Mbemba qui risque de ruiner très longtemps ce tir au but manqué. On était à l'instant décisif de cette séance de tir au but, ou en tout cas le premier instant décisif. Et le stade Félix Houphouët-Boigny, que vous voyez derrière, était plongé dans le silence. Si Chancel Mbemba marquait, il offrait la 3e place à la République démocratique du Congo. Mais Ronwen Williams, le gardien sud-africain, a sorti l'arrêt au bon moment. Ronwen Williams, on l'a déjà vu à l'œuvre au tir au but. C'était lors du quart de finale contre le Cap-Vert. 4 tirs au but arrêtés. Encore une fois, il a été décisif, puisqu'ensuite, la séance de tir au but s'est poursuivie. Il a sorti un 2e arrêt, cette fois face à Meshiak Elia. 2 arrêts décisifs pour Ronwen Williams qui a offert la 3e place à l'Afrique du Sud. Forcément qu'il y a de la déception du côté des Léopards congolais, car ce sont eux qui ont eu les meilleures occasions dans cette rencontre, surtout en fin de match. Beaucoup de maladresse du côté des attaquants congolais. Alors on est allé vers ces tirs au but qui ont donc mal tourné. L'Afrique du Sud, comme en 2000, termine à la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la République démocratique du Congo, le bilan, quoi qu'il arrive, restera tout de même positif avec cette 4e place. On avait discuté déjà avant le match avec le sélectionneur Sébastien Desabre. Pour lui, évidemment que ce parcours est positif, car personne n'attendait la République démocratique du Congo aussi loin dans ce tournoi. Il y a eu beaucoup d'expériences accumulées, beaucoup de matchs aussi pour certains de ces joueurs. On note tout de même que 20 des 24 joueurs de la RDC découvraient la Coupe d'Afrique des Nations. C'est de l'expérience accumulée pour les prochaines échéances, avec les qualifications pour la CAN 2025 et aussi les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 qui vont arriver très vite. Merci Cédric, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors comme l'a souligné Cédric, il y aura eu beaucoup d'occasions, mais aussi beaucoup de ratés du côté des Léopards. Mais c'est une constante aussi depuis le début de la compétition, parce que c'est vrai que sur le plan du jeu, il y a eu des bonnes choses de la part des Congolais depuis le début de cette compétition. Je pense au match contre le Maroc, il y a eu un très bon match contre la Guinée. Là encore, ils peuvent avoir des regrets sur cette rencontre, ce sont eux qui se sont procurés les meilleures occasions, mais un manque d'efficacité devant, très clairement, qui les empêche évidemment de remporter cette 3e place, parce que sinon il y avait un contenu qui était très très intéressant pour cette RDC. Il y avait des bonnes intentions, effectivement, mais à l'arrivée, ils n'ont gagné qu'un seul match, le 8e de finale contre la Guinée, qui était d'ailleurs un bon match. Mais effectivement, il y a un problème dans cette équipe congolaise, c'est que la majorité des joueurs sont des joueurs nés en France, 12 sur les 22 utilisés, ou éventuellement un en Belgique, un en Italie et l'autre en Suisse. Et donc, ce sont des joueurs qui, en fait, ont eu pour un certain nombre d'entre eux leur chance dans les sélections françaises de jeunes, notamment Cédric Bakambu, mais qui ne sont pas restés. Donc, ça veut dire que la majorité de ces joueurs ont un certain talent, mais pas un talent suffisant pour le niveau international, en tout cas le standard européen. Donc du coup, ils ont cette possibilité d'aller jouer pour la RDC. Ils le font avec beaucoup de cœur et de conviction, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on voit qu'ils atteignent leur plafond de verre dans certaines situations, parce que c'est des joueurs qui, effectivement, ont des limites. Et quand on parle de l'avenir, on regarde que déjà, au niveau de leur âge, ils sont tous déjà presque trentenaires, voire parfois plus. Ouais. Donc, il va falloir vraiment que Desabre s'inscrive dans la durée pour construire une équipe avec des jeunes, et notamment des jeunes nés au Congo, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont 100 millions quand même, pour que ce football des Léopards du Congo reparte vraiment sur un nouveau cycle vertueux pour l'avenir. Après, Sébastien Desabre, c'est vrai, quand il prend les commandes, c'est vrai qu'il y a ce championnat congolais qui s'arrête en décembre 2022. Il doit faire aussi appel justement à ces joueurs qui ne jouent pas et n'évoluent pas dans ce championnat congolais. Évidemment, il veut faire appel à des joueurs qui jouent dans leur championnat. Donc c'est pour ça aussi qu'il intègre ce 109 dans son équipe. Moi, je trouve qu'honnêtement, et puis c'est vrai que Cédric l'a dit également, on ne les attendait pas forcément ici. Il faut se rappeler quand même, lors de la dernière compétition, ils n'étaient pas là. Donc c'est quand même un réveil pour ce grand pays de football cette année, et ça, il se projetait déjà pour 2025 en fait. Sébastien Desabre, il est en contrat jusqu'en 2025, son but c'était de qualifier surtout pour 2025, et pourquoi pas de faire quelque chose en 2025. Toute cette expérience accumulée lors de cette compétition, elle va forcément servir
sans doute pour la prochaine compétition. Il faut le souhaiter, Maroc. effectivement. Il y a une dynamique qui s'est enclenchée. Il faut qu'elle soit transformée avec beaucoup de jeunes qui soient intégrés à l'avenir. Parce qu'effectivement, ce qu'expliquait très bien François Pinet, c'est un vrai souci. Quand vous n'avez pas de championnat local, que la plupart des joueurs congolais sont obligés d'aller jouer dans les pays voisins, en Tanzanie, en Zambie ou ailleurs. C'est des problèmes de moyens financiers, voilà, hein. C'est à cause de ça qu'il s'était arrêté. Le oui, enfin, il y a beaucoup d'argent, mais il est mal utilisé. Donc voilà, il faut que le football, en fait, que de toute la République démocratique du Congo reparte dans le bon sens, et l'équipe nationale en sera le reflet, avec sûrement beaucoup de réussite, parce qu'il y a beaucoup de talent. Un mot quand même sur l'Afrique du Sud, qui s'est peut-être créé moins d'occasions sur ce match, mais qui a encore pu compter sur son gardien Ronwen Williams, qui a arrêté 2 pénaltys lors de la séance de tir au but. Encore, donc ça fait 6 au total, hein, puisqu'il en avait arrêté 4 lors de sa séance mythique. Et c'est vrai que cette équipe sud-africaine, pour le coup, c'est une surprise. Alors pas pour ceux qui suivent le championnat sud-africain, et notamment les Mamelodi Sundowns, hein, dont sont issus de nombreux joueurs, même si là, il avait fait quand même tourner Hugo Bross. C'est une surprise de les voir arriver à cette 3e place. Eux non plus n'étaient pas là lors de la dernière compétition, et là on sent effectivement une équipe qui se connaît par cœur, avec des joueurs qui se connaissent bien. C'est huilé. Alors c'est vrai que moi je peux regretter que parfois ça manque un petit peu d'allant, que ça n'aille pas assez devant le but. Là ils ont été clairement dominés en 2e période par exemple, mais c'est vrai que dans le jeu on sent des automatismes, et il y a des joueurs très très intéressants aussi. Ils finissent sur les rotules, parce qu'il faut savoir que la majorité, l'ossature de cette équipe, en gros 8 sur 11 en général, pas ce soir, mais c'est les Mamelodi Sundowns qui ont gagné l'African Football League, qui jouent en Afrique du Sud 4 compétitions. Le championnat, il y a 2 coupes, et il y a le MTN 8 qui est une espèce de coupe de la Ligue pour les meilleurs. Et à chaque fois, comme c'est les meilleurs, ils sont en tête du championnat, ils jouent les finales, et ils sont à 40 matchs à mi-saison, la plupart des joueurs. Donc là, vous leur en avez rajouté 7 de Coupe d'Afrique des Nations, et ils rentrent mercredi, là. Eux, ils reprennent les compétitions en Afrique du Sud. Donc le parcours qu'ils ont réalisé est tout à fait remarquable. Moi, j'en avais fait mon outsider, donc je suis pas tout à fait surpris de les retrouver là. Mais voilà, c'est une génération qui est un peu vieillissante. Beaucoup de ces joueurs sont trentenaires, et donc maintenant, il va falloir qu'ils se projettent sur l'avenir et qu'ils intègrent eux aussi des jeunes. Mais bon, dans le championnat sud-africain qui est bien structuré, c'est plus facile d'aller piocher quand on est un sélectionneur avisé. Alors justement, tu parles du sélectionneur, c'est vrai qu'Hugo Bross, c'est une question, c'est une des questions d'ailleurs. On va voir s'il reste en poste, parce qu'il l'a déjà dit, 71 ans, il est loin de sa famille puisqu'il est belge, et c'est vrai que lui, comme il y a énormément de joueurs, quasiment toute l'équipe qui joue en Afrique du Sud, il doit passer de longs mois en Afrique du Sud pour les superviser. Donc il dit 2 mois là-bas pour sélectionner les joueurs, et c'est long, c'est lointain, c'est compliqué, alors que c'était pas le cas quand il était au Cameroun, où il pouvait faire plus facilement des allers-retours. Donc il y a une question qui se pose quand même. Il a dit qu'il parlerait avec la fédération sud-africaine à l'issue de cette compétition. Je pense qu'ils ont envie de le garder. On l'a vu d'ailleurs porté en triomphe par ses joueurs. Ça, c'était une image sympa. Hugo Bross, on ne sait pas s'il va rester, même s'il est en contrat jusqu'en 2026. Alors hier, Cédric Ferreira s'est entretenu avec Sébastien Desabre, on en parlait tout à l'heure, le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il l'a interrogé notamment sur le bilan de la RDC. On va écouter tout de suite sa réponse. Forcément, à l'heure des bilans, ça sera une satisfaction d'être arrivé à cette étape de la compétition. Ça fait simplement un peu plus d'1 an que j'ai pris la sélection. On a changé pas mal de joueurs, donc il y a un peu d'adaptation à faire en termes de principe de jeu aussi. Là, on est à la 5e semaine. C'est comme si on avait fait une année avec une sélection nationale, puisqu'on a 5 rassemblements dans une année. Donc, je pense qu'on a pris du temps, on a pris de l'avance par rapport au projet global. Et puis avoir 20 joueurs qui découvrent une compétition, qui vont loin dans la compétition, ça fera 7 matchs. Ça permet aussi d'acquérir une certaine forme d'expérience qui nous servira pour le futur, c'est sûr. Voilà pour le bilan de Sébastien Desabre. Il est temps maintenant de s'intéresser au match que tout le monde attend. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'affrontent demain avec l'espoir de remporter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Une affiche très intéressante qui opposera une équipe qui a connu beaucoup de turbulences depuis le début de la compétition à une autre qui a un parcours quasi sans faute. Ces 2 équipes se sont déjà affrontées en tout début de compétition. Le Nigeria s'était imposé 1-0. Est-ce que cela veut dire pour autant que les Super Eagles partent favoris ? On va écouter ce qu'en pense Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien. Déjà, je pense que ce soit un avantage pour le Nigeria ou pour la Côte d'Ivoire. Dans les 2 sens, on s'est déjà rencontrés, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais un match de groupe et une finale,
totalement différent. Donc l'approche sera différente et comme je l'ai dit, la préparation devra aussi être différente. Donc on verra si c'est un avantage ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Nigeria part avec un avantage ou pas? Non, ça va être un match complètement différent. Et Sébastien Haller n'était pas lors de ce premier match, donc ça va être très différent. Ça se joue sur peu de choses, parce que le penalty qui permet à Trostekong de donner la victoire au Nigeria, il est la faute, elle est quand même assez légère. Le penalty, il est très litigieux. Et quand j'entends que la Côte d'Ivoire a été favorisée par l'arbitrage, en tout cas pas sur ce match-là, Donc il y aura forcément de la revanche dans l'air, mais il y aura surtout une équipe de Côte d'Ivoire qui va être prévenue de la façon dont joue le Nigeria. Parce que lors de son premier match, le Nigeria ne jouait pas. Ils avaient fait un résultat nul. Ils ne jouaient pas de la même façon que lors de ce match contre la Côte d'Ivoire. Entre-temps, José Peseiro, l'entraîneur portugais, a changé le système. Et il a renforcé sa défense avec cette fameuse défense à 5, avec 3 centraux très costauds. Et donc, les Ivoiriens qui ont fait le jeu, qui ont eu la possession, se sont brisés sur cette défense renforcée. Donc là, ils savent comment jouent les Nigérians, et je pense qu'ils ne feront pas deux fois la même. Et le Nigeria ne sait pas comment joue la Côte d'Ivoire non plus, parce que c'est vrai que pour le coup, ça a énormément changé dans cette équipe ivoirienne. On a vu que d'ailleurs, Emers Faé avait sorti plusieurs cartes à chaque fois, et à chaque match, c'était pas du tout la même équipe. Enfin, en tout cas, pas totalement la même équipe. Au milieu de terrain, est-ce qu'il va à nouveau mettre Sangaré sur le banc? Est-ce qu'il va à nouveau faire confiance à Seri, Fofana, Kessié? Il peut très bien changer et réintégrer Sangaré. En attaque, il a le choix également, puisqu'on a vu que Gradel, même à 36 ans, était très très important. Avec Haller qui sera titulaire, ça c'est quasiment une certitude, tellement il est impactant quand il est devant. Et puis à côté, il y a Adingra, il y a Pépé aussi qui a joué des matchs. Donc il a vraiment la possibilité de surprendre aussi cette équipe du Nigeria, et c'est ce qu'il va falloir faire, parce que on a vu l'équipe du Nigeria, maintenant sa force, c'est sa défense, c'est son bloc assez costaud, notamment au milieu de terrain, et puis avec cette défense à 3. Donc bien sûr avec Osimhen devant, donc il y a des forces offensives aussi dans cette équipe du Nigeria, mais voilà, la question tactique va être intéressante justement entre ces deux coachs. Je pense que le choix des hommes pour Emers Faé va être important. Alors on a connu cette pression du pays hôte. Les Ivoiriens sont plus que jamais derrière leur équipe nationale. Cédric Ferreira, dites-nous quelle est l'ambiance à Abidjan 24 heures avant cette finale? À Abidjan et même dans tout le pays, on retient son souffle évidemment. Je discutais avec des Ivoiriens juste avant cette rencontre, ce match pour la 3e place entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Pour être tout à fait franc, ils n'étaient pas franchement intéressés par ce match. Il n'y a que cette finale qui compte. Alors l'ambiance, pour l'instant, évidemment, on ne l'aperçoit pas monter comme à l'approche d'une rencontre, mais il y a depuis le début du tournoi, de toute façon, beaucoup de maillots ivoiriens dans les rues, beaucoup de drapeaux. Toutes les discussions ne tournent qu'autour de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu la déception lors de la phase de groupe, après cette défaite contre la Guinée équatoriale et cette élimination qui était pour tout le monde acquise. Et puis ce miracle qui a permis ce repêchage des éléphants ivoiriens. Alors tout le monde croit évidemment au titre. On a discuté avec des anciens joueurs, Emmanuel Eboué, ou encore Aruna Koné, voilà, je cherchais son nom. Et les supporters, tout le monde croit à la victoire des éléphants forcément, mais vous l'avez dit en plateau, si on regarde les choses objectivement, contre le Nigeria, ça va être très très compliqué pour les Ivoiriens, mais ici on reste positif et on est persuadé de voir les éléphants remporter leur 3e titre de champion d'Afrique. Merci Cédric Ferreira pour toutes ces précisions. Quelles sont ses forces à cette équipe nigériane? J'imagine que vous allez me citer Victor Osimhen. Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, la force, la solidité de la défense et la vitesse des attaquants. Osimhen, bien sûr, mais aussi Moses Simon, l'attaquant du FC Nantes, et Ademola Lookman. Ça va très très vite. Donc, il bloque les attaques des adversaires, il lance des longs ballons vers ses flèches. Et effectivement, si en face la défense est trop haute ou mal placée, elle peut très vite être débordée. Mais les Ivoiriens sont prévenus. Il y a un truc, je ne sais pas si vous avez vu les statistiques sur les finales de la Côte d'Ivoire. Donc elle a fait 4 finales, ça sera sa 5e finale de Cannes. À chaque fois, ça s'est terminé par un 0-0. Et à chaque fois, ça s'est joué au tir au but. Les 2 fois, à chaque fois, c'était contre le Ghana quand la Côte d'Ivoire a gagné ces 2 compétitions. Et puis les deux autres finales perdues, c'était contre l'Égypte et la Zambie, à chaque fois perdu au tir au but. Voilà.
Je ne dis que ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à un 0-0 tir au but, mais tout ça pour vous dire que ça risque d'être un match serré entre deux équipes qui sont montées en puissance. Voilà, alors le Nigeria, c'est une montée progressive. La Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a eu ces miracles, mais jusqu'à un match très très convenable et même très convaincant lors de la demi-finale. Donc c'est vrai que quand on regarde les deux équipes, honnêtement, c'est difficile de dégager un favori. Moi, j'ai du mal à dégager un favori. Le Nigeria prend pas de but, ou très peu. Donc, on peut se dire... Ils ont pris 2 buts, ouais. Ouais, ils en ont pris un contre la Guinée équatoriale au premier match. C'est le seul but dans le jeu, contre la Guinée équatoriale, le premier. Ouais. Et puis, donc, c'est une formation qui est extrêmement solide. On peut penser que le premier qui marquera, comme c'est souvent le cas, aura l'avantage pour la victoire finale. Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN. Merci Xavier Barré, merci François Pinet d'avoir été avec nous sur ce plateau et de votre analyse. On vous retrouvera demain avec Benoît Perrochet pour revenir évidemment sur cette finale qui opposera le Nigeria à la Côte d'Ivoire. À très bientôt sur France 24. Salut, c'est Aboutal pour Légendes Urbaines avec Juliette. J'aime trop le rap. Réellement, je meurs pour le rap. Ah mais t'es un énorme kicker en mais plus. j'aime ça. C'est cher à mon cœur. T'as créé un nouveau style musical. Ouais, il paraît, ouais. Bossa urbaine. Exactement, ouais. Ah, c'est intéressant parce que moi aussi j'ai créé un nouveau style. J'ai créé le zouk metal. Le zouk heavy metal. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et france24.com.